gérer le débat et gérer, disons, toute la discussion. Donc, bonne séance à tout le monde. Président, je vous donne la parole, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à toi, Bouna. Merci à Mounir. Vous, au niveau du comité scientifique, Mounir, secrétaire général et tous les membres du bureau. Grand merci à Radouane. Bon, tu l'as dit, hein, c'est un membre de la SOSECAR et de l'équipe de cardiologie du Sénégal. Et je sais qu'avec toute la générosité qu'on lui connaît, il est prêt à être présent et à participer à tout ce que nous faisons. Il le fait déjà depuis toujours et je sais qu'il continuera à le faire, aussi bien pour l'encadrement des jeunes que pour une implication dans les de la Société sénégalaise de cardiologie. Je vais juste souhaiter la bienvenue et remercier tous ceux qui se sont connectés. J'ai bon espoir qu'on sera plus nombreux au fur et à mesure que le temps va avancer. Je voudrais juste avoir un mot particulier pour les collègues qui se sont connectés à partir des autres pays, notamment africains. Je ne sais pas si tout le monde y est, mais je sais par exemple Libreville est là et j'imagine que certains autres collègues, notamment de Dakar, qui ont été formés ici, se sont connectés. Et vraiment, c'est une très bonne chose qu'on puisse tous se retrouver autour de ces échanges scientifiques. Donc, je n'en dis pas plus, sinon introduire Radouane. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Radouane, c'est un ancien interne des hôpitaux de Dakar qui a fait son cursus ici et puis qui est brillant cardiologue et brillant cardiologue interventionnel aussi. Je l'ai dit avec beaucoup de conviction, mais c'est surtout, encore une fois, quelqu'un qui se sent vraiment appartenir à notre communauté. Parce que de tout temps, il se sent très impliqué et il fait tout pour montrer sa détermination à accompagner ce que nous faisons. Donc, je voudrais vraiment le remercier pour cela. Ce que je propose en pratique, c'est de donner la parole à Radouane. Et s'il pense qu'il faut susciter de l'interactivité, je le laisse donc dérouler et il pourrait lui-même s'arrêter s'il y a des interventions ou des suggestions qui sont souhaitées. On le ferait au fur et à mesure, étant entendu que les gens peuvent soit lever la main, soit poser la question de façon écrite pour qu'on puisse répercuter ces questions-là et que Radouane et tous les autres membres notamment du groupe de cardio-interventionnel, mais également tous ceux qui sont présents puissent intervenir et participer au débat. Alors, si vous en êtes d'accord, on pourrait commencer. Et Radouane, tu as la parole. Merci, professeur. Merci, Bouna, et merci à tous d'être là. Donc, c'est effectivement un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être là avec vous et de participer à ces séances, à ces webinaires de la SOSECAR. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler effectivement, comme tu l'as dit, Bouna, d'un sujet assez complexe et on va essayer de le simplifier pour que ce soit à la portée de tous et avec tous les moyens. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet. Je ne vous parlerai pas d'études, je vais rester très pratique et très technique. Donc, tout d'abord, on commence par qu'est-ce qu'une lésion de bifurcation? On veut traiter une lésion de bifurcation et on se pose la question de ce que c'est tout d'abord. Une lésion de bifurcation, ce n'est pas simple à définir. D'ailleurs, il n'y a pas de consensus. On peut dire que c'est une lésion sur une branche principale et qui inclut une branche secondaire dite significative. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'une branche significative? Est-ce que c'est une branche de plus de 2 mm? Est-ce que c'est une branche de plus de 2,5 mm? Est-ce que c'est un territoire myocardique significatif? Mais c'est quoi un territoire myocardique significatif? Alors, ce que je vous propose de retenir comme définition, c'est tout simple, c'est de dire que c'est une branche que l'on ne veut pas faire. Donc, une lésion de bifurcation, c'est une lésion sur une branche principale qui inclut une branche que vous n'avez pas envie de perdre pendant la dilatation parce qu'elle est importante et on va voir après différents exemples. Donc, avant d'attaquer une angioplastie, quelle qu'elle soit, et surtout avec une lésion de bifurcation, il faut bien analyser la lésion, et là, en l'occurrence, bien analyser la bifurcation. Cela passe par l'anatomie de la bifurcation, donc il faut analyser les 3 diamètres, le diamètre du vaisseau mère, le diamètre de la branche principale et le diamètre de la branche fille. Il faut également analyser la longueur de toute la lésion. Ce qui est important également, c'est de bien voir l'angle de la bifurcation. Est-ce que c'est un angle
qui est aigu, est-ce que c'est un angle qui est bien ouvert, et de voir également la distribution de la plaque. Est-ce que la lésion est diffuse? Est-ce que la branche secondaire est touchée ou pas? Il faut bien se rappeler de la structure fractale de l'arbre coronaire. Rappelez-vous qu'une artère coronaire, son calibre diminue d'amont en aval de façon progressive et elle perd de son calibre après chaque branche de division. Et ça, c'est très important à retenir, ce qu'on appelle la loi de Finet ou la loi de Murray. Elles sont un petit peu différentes, mais le résultat est sensiblement le même. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vaisseau mère est égal à 2/3 de la somme des deux vaisseaux qui naissent de ce vaisseau mère. Et ça va être important, notamment pour le tronc commun, parce que vous savez que le tronc commun, on n'a pas de référence pour le tronc commun. Autant une IVA, vous pouvez avoir, si la lésion n'est pas diffuse, un segment de référence pour évaluer son diamètre, autant le tronc, on n'a pas de segment de référence. Donc, en connaissant le diamètre de l'IVA et de la circonflexe, on pourra estimer le diamètre du tronc commun pour l'angioplastie. La classification la plus simple des lésions de bifurcation, c'est celle de Medina. Il y a plusieurs classifications, mais celle-ci, elle est très pratique. C'est quoi la classification de Medina? C'est 3 chiffres, donc 0 et 1. Le premier chiffre correspond à la présence ou non de lésion au niveau de la branche, au niveau du vaisseau mère. S'il y a une lésion, s'il y a une plaque, c'est 1. S'il n'y en a pas, c'est 0. Le deuxième chiffre correspond à la branche mère. Et le troisième chiffre correspond à la side branch, c'est-à-dire à la fille. Vous m'entendrez souvent dire pendant le topo side branch par habitude. Donc, c'est la branche fille quand je dis side branch. Donc, par exemple, si on regarde là, on a une lésion 1, puisque ici, en amont de la bifurcation, on a une plaque. 1, puisque en aval, on a également une plaque. Et 0, puisque la side branch ne présente pas de sténose. Alors, c'est bon, ça passe. Pour bien étudier la bifurcation, il faut bien la dégager. Et ce n'est pas toujours évident de bien dégager la bifurcation. Pour ça, il faut multiplier les incidences. Il faut avoir une projection qui est perpendiculaire à l'ostium de la side branch. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, pour la bifurcation IVA diagonale, il faut faire beaucoup de cranial. Donc ça dégage bien ces bifurcations-là, notamment un petit peu d'OAG et beaucoup de cranial. Si vous voulez dégager une CX marginale, il faut faire un spider inversé. Donc 25 d'OAG et beaucoup de caudal, entre 35 et 45 de caudal. Si vous voulez dégager la bifurcation du tronc commun, il faut faire une face avec une caudale très poussée. Pour la coronaire droite, il faut faire beaucoup de cranial pour le trépied de la coronaire droite. Et si vous voulez dégager l'ostium du tronc commun, à ce moment-là, une incidence qui est particulièrement intéressante, c'est de faire beaucoup d'OAG et de faire 20 à 30 de cranial. On dit classiquement une incidence 30-30, 30 d'OAG et 30 de cranial. Malgré tous ces efforts, parfois, notamment l'ostium de la circonflexe peut être difficile à dégager, c'est dans 40% des cas. Or, c'est important lorsque vous traitez un tronc commun de savoir comment se comporte l'ostium de la bissectrice. Donc, pour commencer une angioplastie de bifurcation, il faut bien définir la stratégie en amont, savoir ce que vous allez faire. Il faut avoir un plan A, il faut également avoir un plan B si jamais en cours de route vous vous rendez compte que le plan A n'est pas faisable, voire même un plan C. Il faut toujours avoir un coup d'avance. On va voir les différentes options. Il faut bien préparer le patient, donc avec les antiagrégants plaquettaires, une bithérapie antiagrégante plaquettaire. Il faut qu'il ait une dose de charge avant la procédure. L'héparine, selon votre protocole, 50 ou 70 unités kilo. La voie d'abord, on peut faire quasiment tout par voie radiale, aussi bien les troncs communs que les autres bifurcations. La voie fémorale sera réservée à l'impossibilité de faire une voie radiale, soit parce que le patient n'a plus de voie radiale, soit parce que la radiale est vraiment trop petite. Mais en tout cas, on peut faire plus de 90% des angioplasties du tronc et des autres bifurcations par voie radiale, et plus de 95% des angioplasties tout venant par voie radiale. On choisira au minimum un désilé 6 French, mais au mieux un désilé 7 French, notamment pour le tronc commun, on y reviendra, mais même pour les autres bifurcations, lorsque vous voulez faire des techniques un petit peu plus complexes, ou lorsque vous envisagez de faire
un kissing avec des artères de gros calibre, il vaut mieux partir en 7 French, ça vous évitera beaucoup de soucis, sinon ça frotte beaucoup dans le cathéter et vous avez un risque important de thrombose. Il faut également choisir le bon cathéter guide qui offre un bon support. Vous allez avoir besoin de support. Donc, pour la gauche, ça va être une EBU ou une AL. Pour la droite, une AL ou une sonde que j'aime bien moins, c'est la 3DR. Après, c'est chacun ses habitudes. En tout cas, il faut une sonde avec un bon support. Les différentes techniques d'angioplastie des bifurcations, lorsque vous voyez cette slide, elle est incompréhensible. Et effectivement, on ne va pas se baser sur celle-ci, mais c'est celle que l'on voit dans tous les topos sur les bifurcations. Franchement, elle est incompréhensible pour comprendre les techniques de bifurcation. Donc, on ne va pas faire comme ça, je vous rassure. On va faire autrement. Et le principe fondamental pour toutes les angioplasties, et encore plus pour les angioplasties de bifurcation, c'est le KISS principe. Le KISS principe, c'est qu'il faut que ce soit simple, rapide et sûr. Et pour ce faire, la première technique et la technique la plus simple et la plus répandue, c'est la technique de référence, c'est le provisional stenting. Celle-ci, on n'a pas le choix, il faut que tout angioplasticien la maîtrise. Alors, c'est quoi le principe du provisional stenting? Le principe, c'est que j'ai une lésion de bifurcation à traiter, je mets un stent dans le vaisseau mère et la branche mère et je vois ce qui se passe. Si le résultat me convient, je m'arrête avec un seul stent. Si le résultat ne convient pas, à ce moment-là, je transforme ma stratégie d'angioplastie à un stent à une stratégie à 2 stents et on va voir comment upgrader à 2 stents. Alors, comment ça se passe, le provisional? Donc, il faut mettre un guide dans la branche principale, un guide, et on va y revenir sur la nécessité ou pas de ce deuxième guide dans la branche fille. Ensuite, on prédilate s'il faut prédilater et on met le stent donc, dans la branche principale à cheval sur la bifurcation. Lorsqu'on fait ça, vous voyez que ce stent, il est adapté à ce vaisseau-là. Par contre, il n'est pas adapté au vaisseau mère. Il est trop petit pour le vaisseau mère. Donc, on fait ce qu'on appelle un POT. On va y revenir. C'est-à-dire qu'on prend un ballon adapté au diamètre du vaisseau mère, on gonfle ce ballon, et lorsqu'on gonfle ce ballon au-dessus de la carène, on adapte le diamètre du stent au diamètre du vaisseau mère. Vous voyez que ce guide-là, il est piégé. Ça ne se voit pas très bien sur cette image, mais ce guide-là que vous avez mis dans la branche fille, il est piégé. À ce stade-là, déjà, on pourrait s'arrêter et on va voir dans quel cas. Donc, ce guide est piégé. Si vous voulez avoir accès à la branche fille, il va falloir retirer ce guide et passer un autre guide dans le stent et passer à travers la maille pour venir vous mettre dans la branche fille. Donc, vous pouvez pour ça soit retirer le guide de la branche mère, pas complètement pour rester dans le stent, et ensuite passer dans la branche fille. Ou alors, vous prenez un troisième guide et vous passez dans le stent et dans la branche fille. Ensuite, le guide qui est piégé, vous le retirez et là, il faut le sortir complètement du stent puisqu'il est passé sous le stent. Donc, il faut le sortir complètement et le mettre dans le stent et dans le vaisseau mère. Et au mieux, vous le descendrez bouclé pour être sûr de ne pas passer sous le stent. Ensuite, on peut faire un kissing et on termine toujours par un POT. Cette étape du kissing, elle est facultative. Par contre, le POT, il faut obligatoirement le faire à la fin. Cette stratégie-là, elle est adaptée à la majorité des cas. C'est plus de 80% des cas. Vous vous en sortirez avec cette stratégie simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir chaque étape de cette stratégie et voir comment il faut faire. Donc, est-ce qu'il faut mettre un guide de protection dans la branche fille ou pas? On va partir du principe que l'on fait une IVA diagonale, une bifurcation IVA diagonale. Comme ça, je vais dire diagonale à chaque fois pour la branche fille, ce sera plus simple. Donc, on fait est-ce qu'il faut mettre systématiquement un guide de protection dans la diagonale? Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients à mettre un guide de protection. Les inconvénients, c'est que vous allez piéger ce guide et donc lorsque vous allez le retirer, surtout lorsque vous avez fait un bon POT, vous risquez de le casser. Le deuxième inconvénient, c'est que les guides peuvent s'entortiller entre eux. Et lorsque vous voulez repasser un stent ou un ballon, il peut ne pas passer parce qu'il va buter sur l'autre guide qui passe en travers.
La procédure est plus complexe avec 2 guides parce qu'il faut manier 2 guides et c'est plus compliqué de manier 2 guides qu'un seul guide. Quand on a l'habitude, ce n'est pas très compliqué avec 2 guides, ça commence à être plus compliqué quand on a 3 guides. Et enfin, le risque de compression longitudinale, notamment pour le tronc commun, on y reviendra lorsqu'on parlera du tronc commun. Les avantages, alors c'est un avantage théorique, c'est que ça diminuerait le risque d'occlusion. J'en suis pas persuadé, mais en tout cas, c'est décrit comme ça dans la littérature. Ça a tendance à diminuer le risque d'occlusion. Le deuxième avantage, c'est que ça vous sert de repère. Si vous perdez la diagonale, vous ne savez plus à quel niveau elle est pour aller la chercher avec un guide, et bien ça vous sert de repère. Troisième avantage, c'est que ça pourrait faciliter l'accès à la diagonale en modifiant l'angle. Là encore, c'est un avantage théorique. Un quatrième avantage, c'est que ce guide piégé, il vous offre un bon support pour votre angioplastie. Et enfin, ça pourrait servir de guide de sauvetage si vous n'avez pas d'accès. Imaginez qu'après le stenting, la diagonale s'est bouchée, vous essayez de repasser à travers la maille du stent et de récupérer la diagonale. Vous n'y arrivez pas après moult tentatives, après plusieurs guides. Et je vais vous montrer une technique pour essayer de sauver votre diagonale avec ce guide piégé. Ça ne marche pas à tous les coups, mais vous pouvez essayer. Donc, la réponse, est-ce qu'il faut mettre un guide de protection? La réponse est oui. Si la branche que vous ne voulez pas perdre, si c'est une branche que vous ne voulez pas perdre, et surtout, si l'angle est fermé, si vous avez une lésion au niveau de la side branch, donc en l'occurrence ici de la diagonale, ou si d'emblée, à cause de l'angle, vous prévoyez une difficulté de refranchissement. À ce moment-là, il vaut mieux mettre un guide de protection. Par contre, un seul guide suffira si l'angle est ouvert et s'il n'y a pas de lésion dans la side branch, c'est-à-dire si vous avez un médina qui se termine par 0. Astuce, la petite technique pour récupérer, pour sauver la side branch avec le guide qui est piégé. Donc, vous avez mis votre stent, vous avez occlu la diagonale et vous n'arrivez pas à repasser un guide dans cette diagonale. Vous avez ici le guide rose qui est piégé. La technique, c'est d'avancer un tout petit ballon de 1 ou 1,2 ou 1,5 mm et d'essayer de le passer entre le stent et la paroi sur ce guide piégé. Alors, ce n'est pas facile si vous avez fait un bon pot. Il faut faire un bon pot. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le pot, il diminue le risque d'occlusion de la side branch. Donc, toujours est-il que, j'ai bloqué, toujours est-il que vous essayez de passer ce tout petit ballon entre le stent et la paroi. Mais il ne faut pas oublier d'amener un ballon également dans l'IVA et vous le laissez ici en stand-by. Vous gonflez ce petit ballon, donc à cheval, il faut le mettre un petit peu plus loin, vous le gonflez à cheval sur la diagonale et comme ça, vous récupérez votre diagonale. Lorsque vous avez fait ça, vous retirez votre ballon, sauf que vous avez enlevé, vous avez déstructuré le stent et le stent n'est plus à la paroi puisque vous avez gonflé à ce niveau-là. Et c'est là que votre ballon qui est dans l'IVA va vous servir. Il va falloir le regonfler pour remettre le stent à la paroi. Donc, voici cette petite astuce. Les facteurs de risque d'occlusion de la side branch, c'est quoi? C'est si vous avez un médina qui se termine par 1, donc si vous avez une lésion au niveau de la side branch, surtout si cette lésion est longue. Si vous avez, alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que les études ne vont pas toutes dans le même sens. Il y a certaines études qui disent que le risque, il est lorsque l'angle est bien ouvert et d'autres qui disent que c'est lorsque l'angle est fermé. Après, franchement, c'est difficile de prédire. Parfois, on se fait avoir de temps en temps. C'est difficile de prédire si la diagonale va se boucher ou pas. Dans un contexte de syndrome coronarien aigu, vous avez du thrombus et donc, vous allez, lorsque vous faites une lésion de bifurcation, facilement envoyer le thrombus dans la branche. Donc, vous risquez d'occlure la branche. Lorsque vous avez un retard de flux dans la side branch, et enfin, lorsque vous avez fait une OCT et que c'est une plaque lipidique et pas une plaque calcifiée, vous avez plus de risque d'occlure la side branch. Ici, un petit exemple, je ne sais pas si vous voulez donner votre avis. Est-ce que, donc là, c'est une lésion, donc une bifurcation IVA diagonale. Sur cette incidence, on n'a pas l'impression que l'IVA soit serrée, mais en réalité, elle est très serrée. Regardez sur l'incidence Spider, elle est très serrée. Est-ce que vous mettriez un guide de protection dans cette diagonale ou pas? Ça se discute, il n'y a pas de vérité absolue. La diagonale paraît saine, hein, c'est un 0, médina qui se termine par 0. L'angle
c'est plutôt un angle, on va dire, à 60-70 degrés. Donc, cette lésion a été traitée sans mettre de guide de protection dans la diagonale et ça s'est très bien passé. Alors, si vous décidez de mettre un guide de protection, lequel choisir? Est-ce que vous choisissez votre guide de première intention, par exemple un BMW, ou je ne sais pas quel est votre guide de première intention, ou est-ce que vous choisissez un autre guide? Il faudrait privilégier les guides avec un coating polymérique, par exemple un Pilote 50. Regardez, quand on regarde au microscope, un guide piégé, ça c'est un Pilote 50 que l'on regarde au microscope, vous voyez qu'il est très peu abîmé. Par contre, regardez un BMW qui a été piégé, lorsque vous le retirez, il est complètement effiloché, complètement déstructuré, et donc vous avez un risque de fracture plus important. Néanmoins, en pratique, vous pouvez utiliser n'importe quel guide, vous pouvez piéger n'importe quel guide. Par contre, ne piégez jamais la partie radio-opaque, la partie floppy du guide. Vous piégez toujours en amont de la partie radio-opaque, sinon là, vous avez un risque de rupture important. Il faut favoriser les guides que vous pouvez torquer facilement. Il faut, on va le voir sur la slide suivante, adapter le J à l'angle de bifurcation. Et le mieux, c'est de franchir à rétro, c'est-à-dire que vous passez votre guide dans l'IVA et ensuite, en revenant en arrière, vous essayez de passer dans la branche, donc dans la diagonale. C'est ce qu'on appelle le pullback wiring technique. Alors, le J, il faut l'adapter donc à votre bifurcation. Si vous avez un angle qui est petit, avec un petit vaisseau, il faut faire un petit J, simple, court. Par contre, il faudra un J plus long si jamais votre vaisseau est plus gros. Si vous avez un angle entre 70 et 90, vous pouvez faire soit une double courbure, soit carrément un J arrondi. Et si l'angle est très ouvert, très important, vous ferez un guide en U, en hameçon. Ce n'est pas toujours possible. Dans ces cas-là, on peut s'aider de microcathéters orientables, où donc vous pouvez orienter le bout du microcathéter vers la branche que vous voulez franchir. L'étape suivante, c'est donc de commencer votre angioplastie en tant que telle. Est-ce qu'il faut prédilater? Pour la main branch, pour la branche principale, la question, c'est comme pour toute angioplastie. Si vous pensez qu'il faut prédilater, vous prédilatez parce que c'est calcifié, parce que c'est etc. Sinon, vous ne prédilatez pas. En tout cas, autant que faire se peut, s'il faut prédilater, il ne faut pas hésiter à prédilater la main branch. Par contre, le problème est différent pour la side branch. Pourquoi? Parce que si vous la prédilatez et que vous la disséquez avec votre ballon, vous êtes obligé à ce moment-là de vous rabattre sur une technique à 2 stents. Donc, il faut tout faire pour ne pas prédilater la side branch. Il y a des fois, on est obligé, si l'accès est difficile, vous êtes obligé de la prédilater. Si vous avez une lésion diffuse ou calcifiée de cette side branch, vous êtes obligé de la prédilater. Si d'emblée, dès que vous passez le guide, le flux est altéré parce que la lésion est très serrée, vous n'avez pas le choix. Et comme je vous le disais, le risque principal, c'est la dissection. Donc, lorsque vous pensez que la side branch, il faut obligatoirement la prédilater et que vous risquez de la disséquer, peut-être que le provisional stenting n'est pas la technique à privilégier. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut envisager d'emblée une technique à 2 stents et une technique à 2 stents en commençant par stenter la side branch. Donc, on va voir ces techniques tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a prédilaté, on passe maintenant au stenting de la main branch. Le diamètre du stent doit être adapté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au diamètre de la branche principale. Si vous prenez un stent qui est adapté d'emblée au diamètre du vaisseau mère, voilà ce qui va se passer. Donc, vous risquez de disséquer la branche principale, vous risquez de la disséquer. Lorsque vous prenez un stent adapté à la branche principale et non pas au vaisseau mère, effectivement, le stent ne va pas être bien apposé à ce niveau-là. Ce n'est pas grave parce qu'après, vous allez corriger cette malapposition en faisant le POT. Ce qui est important, c'est de bien prévoir entre la carène et le début du stent au moins 8 à 10 mm parce que les plus petits, les ballons les moins longs que vous avez, c'est des ballons qui font 8 mm ou 10 mm. Et donc, lorsque vous allez faire votre POT, si vous avez laissé juste 4 mm, votre ballon il va dépasser en amont et il risque de disséquer en amont. Donc, bien penser à toujours laisser au moins 8 à 10 mm en amont de la carène pour pouvoir faire un POT en toute sécurité.
Quel stent il faut choisir? Vous pouvez choisir n'importe quel stent. Aujourd'hui, les DES, les stents actifs actuels, se prêtent quasiment toutes aux bifurcations. Il y a des petites différences, mais franchement, ça marche bien avec toutes. Ici, c'est un graphique qui montre l'ouverture de maille. L'ouverture de maille doit être suffisante en regard de la main branch, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante, sinon vous risquez de casser le stent. Et on voit ici, donc là c'était sur un banc d'essai, sur un tronc commun, on voit lorsqu'on post-dilate à 6 mm ce que ça donne. Vous voyez que ce stent-là, par exemple, il vaut mieux pas trop l'utiliser pour des bifurcations, notamment sur le tronc commun, mais les autres, c'est à peu près pareil. Et le Onyx, le Resolute de chez Medtronic, il est utilisable, il donne à peu près les mêmes résultats que les autres. Le principe du pot, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez largué votre stent, vous mettez votre ballon en regard, avec l'extrémité distale en regard de la carène, vous gonflez. Ça permet quoi le pot? Ça permet, comme on l'a dit, de corriger la malaposition dans la main branch proximale, mais ça permet également, et ça c'est très important, ça facilite le refranchissement vers la side branch parce que ça vous modifie l'angle. Regardez la différence entre ici et là. Ça vous a ouvert la maille et ça vous modifie l'angle. Donc, ça facilite le passage vers la side branch et ça prévient également le passage sous le stent. Parce que quand vous avez fait votre pot, votre guide, théoriquement, si vous êtes bien dans la paroi, il ne passera plus sous le stent. Donc, voilà pour le pot. Si l'on regarde, si l'on se place à ce niveau-là et qu'on met notre œil au niveau de la side branch et qu'on regarde, vous voyez ici avant le pot et là, après le pot, vous voyez que la maille est vraiment bien ouverte et ça vous explique pourquoi le passage est facilité. Encore un dernier mot sur le pot, donc pour sa réalisation. Vous pouvez utiliser soit des ballons semi-compliants, soit des ballons non compliants. Il y a les adeptes du non compliant, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Comme on l'a dit, le diamètre du ballon doit être égal à celui de la main branch proximale pour pouvoir bien être apposé. Et la question qui se pose, c'est où placer le marqueur du ballon. Il ne faut pas le placer trop loin. Si vous le placez trop loin, voilà ce qui se passe. Et si vous le placez trop haut, par contre, vous n'allez pas ouvrir la maille au bon niveau et vous allez avoir du mal à refranchir. Mais ça suppose que vous connaissiez bien les ballons que vous avez parce que malheureusement, tous les ballons ne sont pas faits pareil. Si vous prenez celui-là, l'épaulement, donc ce qu'on appelle l'épaulement du ballon, c'est la partie où le ballon commence à se courber. Donc, ce n'est pas la partie efficace du ballon. La partie efficace du ballon, c'est celle-ci. Pour celui-là, le trek, l'épaulement commence au milieu du marqueur. Pareil pour celui-ci et pour la Q-force. Par contre, si vous prenez un émerge, et bien pour le émerge, regardez, l'épaulement, il se fait après le marqueur. Donc, il faut bien connaître votre ballon pour savoir où placer le marqueur par rapport à la carène. Une fois que vous avez fait ça, donc on est à cette étape-là. On a mis le stent, on a fait le pot. À ce moment-là, vous évaluez votre résultat. Si vous pensez que vous avez un résultat optimal dans la main branch et qu'il n'y a pas de retard de flux dans la side branch, que le patient n'a pas mal, qu'il ne modifie pas son électrocardiogramme, vous pouvez vous arrêter là. Donc, vous voyez, si vous vous arrêtez là, la procédure a été rapide et simple. Et même si angiographiquement, vous avez une sténose au niveau de l'ostium de la branche fine, et si ce n'est pas une branche très importante, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, si la branche est importante ou s'il y a une lésion significative avec douleur ou modification électrique, et bien sûr, si vous avez un retard de flux dans cette branche, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter là. Il va falloir refranchir la side branch. Et donc, à ce moment-là, on va se retrouver ici et on va voir les différentes techniques. Ici, un petit exemple. Donc là, c'est une bifurcation IVA diagonale avec également une lésion de l'IVA ici en aval. Sur une autre incidence, on voit que cette lésion est très serrée plus qu'elle nous paraît là. Donc là, j'avais choisi de ne pas mettre de guide de protection. J'ai mis un stent là et j'ai mis un stent en regard de la bifurcation. Vous voyez qu'après le stent, ma branche diagonale n'est pas occluse. Je fais un pot. Et là, ce qui est intéressant,
c'est que j'ai injecté, on ne faisait pas ça jusqu'il y a quelques temps, j'ai injecté avec le ballon gonflé, donc pendant qu'on fait le pot. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une étude avec de l'OCT pour valider le concept. Le concept, c'est quoi? C'est de se dire, si j'injecte avec mon ballon du pot gonflé et que je n'ai pas de passage de contraste vers la distalité ou vers la branche, c'est que mon pot est bien fait. Ça veut dire que mon stent, il est bien à la paroi. Par contre, si le contraste passe, ça veut dire que le stent n'est pas à la paroi et qu'il faut que je gonfle plus fort. Donc, on est actuellement en train de faire cette étude avec l'OCT et ça marche plutôt pas mal. Parce que quand on confronte à l'OCT, on voit que quand on fait ça, les mailles sont bien apposées. Et voici donc le résultat final. Vous voyez que, alors j'ai laissé effectivement une petite lésion entre les deux, c'était un patient âgé et je ne faisais pas de cosmétique, j'essayais juste de régler le problème. Donc, vous voyez que la branche diagonale, c'est une petite branche, mais elle est assez étendue. On l'a conservée. Vous voyez un petit pincement à l'ostium que j'ai respecté et le patient va très bien. Alors, donc si on décide par contre que le résultat n'est pas optimal et qu'il faut refranchir vers la side branche, il faut essayer de refranchir en prenant la maille distale. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut essayer de prendre la maille distale parce que le résultat, lorsque vous allez ouvrir après au ballon, n'est pas le même. Vous voyez le résultat lorsque vous gonflez en ayant mis votre stent dans la branche dans la maille proximale par rapport à lorsque vous avez mis dans la maille distale. Vous voyez que le résultat est bien mieux à ce niveau-là. Donc, il faut essayer de choisir la maille distale. Et là, pour choisir la maille distale, la petite technique, c'est d'aller dans l'IVA, vous allez en aval de la bifurcation, et ensuite, en remontant, vous essayez d'attraper la maille distale avec le guide qui a un J un petit peu bouclé. Et lorsque vous remontez, vous essayez de passer dans la diagonale en remontant, et comme ça, vous avez plus de chances d'attraper la maille distale. Donc, si on résume, on a mis nos deux guides ou un seul guide si vous ne voulez pas protéger, on a stenté, on a fait un pot. Soit le résultat est satisfaisant, on est content, on s'en va. Soit le résultat n'est pas satisfaisant, et à ce moment-là, on peut refranchir, et si on refranchit, à ce moment-là, vous avez deux options. La plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle le pot side pot. C'est très rapide, c'est simple. C'est quoi le pot side pot? Vous refranchissez vers la branche, vous mettez un ballon qui est adapté à la diagonale, vous ouvrez votre maille en direction de la diagonale et vous refaites un pot avec un ballon bien sûr adapté pour un pot et c'est terminé. Si le résultat est bien, on s'arrête là. La deuxième option, elle est plus longue et je vous la déconseille parce que le pot side pot, il est plus simple et il a montré qu'il faisait mieux et sur les bancs d'essai et in vivo. La deuxième option, c'est quoi? C'est au lieu de mettre un ballon et de faire un side, c'est de faire un kissing et ensuite de faire un pot. Le kissing, comme vous le savez, c'est thrombogène. Vous avez deux ballons dans l'artère. Ça frotte dans les cathéters, surtout si vous avez une IVA et une diagonale de gros calibre et que vous êtes en C-French, ça frotte et c'est thrombogène. Donc, l'option privilégiée, c'est celle du pot side pot. On est d'accord que jusque-là, on est sur une stratégie à un seul stent. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vous passer du kissing. Vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on passera à deux stents, le kissing, il est obligatoire. Donc, c'est ce que je vous disais. Si le résultat sur la side branch n'est pas acceptable, à ce moment-là, il va falloir traiter et stenter cette side branch. Et pour ça, vous avez donc plusieurs techniques. Soit vous faites ce qu'on appelle un tap. Un tap, c'est T avec protrusion, soit une culotte. Et on va voir ça tout à l'heure. Le plus simple, c'est de faire un tap. Alors, c'est quoi le tap? Le tap, c'est que vous êtes arrivé à cette étape-là. Vous avez mis votre stent, vous avez ouvert votre maille et vous n'êtes pas content du résultat. À ce moment-là, vous mettez un stent dans la side branch, mais ce stent, il faut qu'il déborde un tout petit peu dans l'IVA. Donc, le stent est dans la diagonale, mais il faut qu'il déborde un petit peu dans l'IVA. Parce que si vous voulez vous mettre exactement à l'ostium, vous n'allez pas y arriver et vous allez rater un bout d'ostium. Pourquoi? Parce que l'angle, c'est rarement un angle droit de 90 degrés. L'angle, il est fermé. Et donc, vous n'allez pas pouvoir vous mettre à l'ostium des deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là.
Donc, il faut laisser prolaber un petit peu dans l'IVA. Donc, on a fait ça. Donc, ici, le stent est gonflé. Et regardez ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un ballon ici en attente dans l'IVA. Et ils ont utilisé le ballon du stent ensuite. Ils l'ont remonté. Ils ont remonté le ballon qui est dans l'IVA pour faire un kissing. Là, le kissing, il est obligatoire parce que vous avez 2 stents. Donc, kissing obligatoire. Et toujours finir par un pot final pour redonner à l'artère son caractère cylindrique. Donc, voici les étapes du TAP. Donc, le TAP, ce n'est pas très compliqué finalement. Si vous remarquez bien, ça veut dire qu'ici, sur 1 ou 2 mm, vous allez avoir 2 couches de stent. Voici une petite animation pour vous montrer les étapes donc, de ce TAP. Donc, on part sur un provisional stenting. On prédilate la lésion. Ensuite, on stent, donc en direction du vaisseau principal. Donc, le stent est bien adapté là. Par contre, là, il n'est pas adapté. Donc, on va faire un pot. Donc, le ballon du pot arrive. Il est bien à la carène. Donc, vous voyez déjà ici votre maille qui est un peu mieux ouverte. L'angle est mieux. On refranchit en prenant la maille distale. On retire. Et là, c'est une petite erreur de cette animation, c'est qu'ils n'ont pas retiré le guide piégé avant de faire le kissing, qui ici n'était pas obligatoire parce qu'on n'a pas encore mis le deuxième stent. Là, on met donc le deuxième stent et on fait, là par contre, ce kissing, il est obligatoire. Et enfin, on finit par un pot. Cette technique, elle est adaptée lorsque l'angle est assez ouvert. Donc, voilà pour la tape. La tape, en fait, avant, on faisait ce qu'on appelle un T. Sauf que le T, c'est ça. Et le T, il est adapté lorsque vous avez un angle droit. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes bien à l'ostium de part et d'autre. Par contre, lorsque vous avez un angle qui est fermé et que vous essayez de vous mettre à l'ostium, voilà ce qui arrive. Vous ratez l'ostium, forcément. Vous êtes ici à l'ostium, par contre, là, vous n'y êtes pas. Et là, il va forcément resténoser. Lorsque vous faites un tap, vous laissez déborder, vous voyez là, vous laissez déborder le stent un petit peu. Alors certes, à ce niveau-là, vous avez une petite néocarène. Par contre, à ce niveau-là, le stent, et vous avez couvert tout l'ostium. Et là, vous diminuez votre risque de resténose. Un petit exemple. Voici une patiente que j'avais fait un week-end. C'était un syndrome. Non, pardon, c'était pas un week-end, c'était un vendredi. Donc, cette patiente a un angor instable et elle a cette lésion de bifurcation IVA diagonale avec déjà un stent sur l'IVA qui a donc resténosé et la FFR était franchement positive, avec également une lésion ici derrière. Donc, ce qu'on a fait, on a stenté là derrière et ensuite on s'est occupé de la bifurcation. Après une prédilatation, on a positionné notre stent. Ensuite, une fois que le stent est positionné et largué, voilà le résultat. Donc, vous voyez qu'on a une sténose au niveau de l'ostium de la branche. On fait un pot. Une fois que le pot est fait, on refranchit et on fait un side. Donc, on met un ballon à travers la maille dans la branche fille, donc dans la diagonale. Voici le résultat. Vous voyez que le problème n'est toujours pas réglé. C'est une diagonale qui est très importante, qui donne 2 branches importantes et elle est de beau calibre. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. À ce moment-là, on va faire un tap. Donc, on amène un stent qu'on laisse déborder un petit peu dans l'IVA. Et puisqu'on a mis 2 stents, on fait un kissing. Vous voyez ici les 2 stents, les 2 ballons avant inflation, comment ils sont positionnés. Et enfin, toujours finir par un pot final avec le résultat que l'on a jugé acceptable. Donc, quand est-ce qu'il faut mettre un stent? Quand est-ce qu'il faut mettre 2 stents? Les techniques à 2 stents, et quand je dis 2 stents, c'est 2 stents d'emblée, c'est-à-dire pas un provisional stenting qui ne se passe pas bien et qui se transforme en 2 stents, mais 2 stents d'emblée. Les rares fois où il faut partir avec une stratégie à 2 stents d'emblée, c'est lorsque vous avez une vraie bifurcation. Et par vraie bifurcation, j'entends que la side branch a une lésion significative. Donc le médina, le troisième chiffre, c'est un 1.
Et bien sûr, il faut que votre side branch, ce soit une branche que vous ne voulez pas perdre, c'est-à-dire qu'elle soit de beau calibre et que la lésion soit relativement longue, donc plus de 10 mm. Vous voyez que ça ne concerne pas finalement beaucoup de bifurcations, c'est à peu près 10 à 20% des bifurcations. Donc, dans plus de 80% des cas, on peut faire une technique à un seul stent, un provisional stenting. Et heureusement, parce que ça nous simplifie la vie. Alors, les techniques à 2 stents, il y en a plusieurs. Et les deux les plus utilisés, c'est le DK Crush et la culotte. Ma préférence va au DK Crush parce que, en termes de complexité, si vous voulez, les deux ne sont pas simples, ni le DK Crush ni la culotte, mais le DK Crush donne de meilleurs résultats cliniques. Alors, je vais vous montrer, j'avais préparé des petites animations, mais je pense que je vais d'abord vous montrer comment ça se passe et après, éventuellement, vous verrez les animations. Donc là, c'est un banc d'essai que l'on a. Et il y a quelque temps, on s'était amusé à faire sur banc d'essai un DK Crush pour voir ce que ça donne de visu. Alors, la technique, on va la voir directement sur le banc d'essai et je vais vous la commenter. Donc, il faut mettre bien sûr 2 guides. Un guide, imaginons c'est un tronc commun avec une IVA et une circonflexe. Donc, il faut mettre un guide dans l'IVA, un guide dans la circonflexe. On considère ici que la branche fille, c'est la circonflexe. Donc, on va stenter d'abord. Donc, vous prédilatez, bien sûr, s'il faut prédilater. Et ensuite, vous stentez. On stente d'abord la branche fille. Donc, cette technique à 2 stents, ça s'adresse à une branche fille qui est malade et que vous n'avez pas envie de perdre. L'idée, c'est que si vous faites un provisional, vous risquez de perdre la branche fille parce qu'elle est très malade. Et donc, on commence par stenter la branche fille. Donc, DK Crush, oui, je ne vous ai pas dit, c'est Double Kissing Crush. Mais vous allez voir, donc cette technique, vous allez voir ici sur la vidéo, on a fait un vrai DK Crush. En pratique, je vous montrerai tout à l'heure, moi je ne fais pas de vrai DK Crush, je fais un mini crush et en fait c'est un SK Crush, c'est un Simple Kissing Crush. Parce que le premier kissing, il n'apporte pas grand chose. Je vais vous montrer. Donc, allons-y pour la vidéo. Donc, on largue le stent en débordant un tout petit peu dans le tronc. Ici, on a même peut-être un petit peu trop débordé. Et ce qu'il faut savoir, je vais revenir un petit peu en arrière, ce qui est très important, regardez, j'ai déjà un ballon dans l'IVA en aval du tronc. Et ça, c'est très important de mettre ce ballon ici, vous garez ce ballon-là, et ensuite vous le reculez pour crusher le stent. Si vous ne mettez pas le ballon là, vous n'allez plus pouvoir repasser. Donc, il faut bien le mettre derrière. Derrière, venir crusher le stent. Avant de crusher le stent, vous retirez ce guide, sinon vous allez le piéger. Et ensuite, vous refranchissez en prenant la maille proximale cette fois pour cette technique et vous faites votre premier kissing. Donc, ça vous a permis d'ouvrir ici la maille. Une fois que vous avez fait votre premier kissing, vous allez amener maintenant le stent que vous allez larguer tronc direction IVA. Vous mettez votre stent. Donc, votre stent, vous avez choisi le calibre en fonction du calibre de l'IVA. Il va falloir faire un pot. Donc là, on fait le pot. On recule le ballon pour continuer notre pot. Encore une dernière fois. Le pot est fait. Et vous avez vu qu'avant le pot, on a retiré encore une fois le guide. Et là, il faut refranchir. Il faut refranchir, vous pouvez vous dire, c'est difficile de refranchir parce que j'ai plusieurs couches. Et en fait, paradoxalement, c'est très facile et vous avez vu avec quelle facilité. Donc, à ce moment-là, vous faites votre deuxième kissing et vous finissez par un pot. Angiographiquement, ça donne de très beaux résultats, mais ce n'est pas tout le résultat en angiographie. Cliniquement, ça donne également de beaux résultats, même si ici, vous avez 3 couches de stent. Vous avez le stent du tronc et les 2 couches de stent crushées. Donc, voici pour le DK Crush. La culotte, c'est un petit peu plus, c'est technique également. Donc, il faut, lorsque vous mettez votre stent, vous faites votre pot. Ensuite, il va falloir faire un échange de guide, puisque vous avez un guide qui est piégé. Donc, vous faites un échange de guide. Vous ouvrez la maille, vous stentez. Et une fois que vous avez stenté, donc là, vous avez stenté, il va falloir refaire un échange de guide parce que vous avez un guide donc, qui est piégé entre les 2 stents. Et une fois que vous avez fait votre échange de guide, vous faites votre kissing éventuellement, et vous faites votre kissing obligatoirement et c'est terminé. Personnellement, je fais quasiment jamais de culotte, je fais du DK Crush. Les 2 autres techniques de technique d'emblée à 2 stents, c'est le V-stenting et le SKS. Le SKS, c'est le Simultaneous Kissing Stent. C'est des techniques hyper simples,
mais qui donne de très mauvais résultats, donc je ne vous conseille pas. Le V-stenting, c'est quoi? Vous placez vos 2 stents sur les 2 ostias et vous les larguez en même temps. Et le SKS, ce n'est pas au niveau des 2 ostias, mais vous débordez dans le vaisseau mère. Mais vous voyez qu'en faisant ça, vous créez une néocarène importante avec 2 couches de stents qui ne vont jamais s'endothélialiser, puisqu'ils vont rester dans l'artère. Donc ça, c'est à réserver aux situations d'urgence. Un patient qui n'est pas bien du tout, en phase aiguë d'infarctus, et qui est en train de s'arrêter, et là, vous voulez aller vite, vous larguez vos 2 stents, votre problème, c'est le résultat immédiat, ce n'est pas le résultat à long terme. Lorsque votre souci, c'est le résultat à long terme, évitez ces techniques-là. Alors, on va voir maintenant plus de cas. Celui-ci, par exemple, vous voyez que vous avez l'ostium de la diagonale qui est très serré. Et vous avez ici l'ostium de la branche principale également qui est très serré. Là, par exemple, c'est typiquement un cas qui se prête bien, soit à une culotte, soit à un décalcrush. Et en l'occurrence, ici, on l'a traité par une technique de décalcrush. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire du décalcrush inversé. J'étais embêté avec cette patiente-là, c'était un week-end. Ça y est, on ne voit plus. Donc, j'étais embêté parce que vous voyez que la diagonale, elle est quasiment aussi importante, voire plus grosse que l'IVA. Donc, ce que j'ai fait là, je ne vous montre pas toutes les étapes. Vous voyez que mon stent, il est dans l'IVA et que j'ai laissé mon ballon dans la diagonale. C'est-à-dire que j'ai tout inversé. J'ai considéré que ma branche principale était la diagonale et ma branche fille, l'IVA. Et le résultat angiographique est assez satisfaisant. Donc, voilà pour les bifurcations. On va parler maintenant d'une bifurcation qui est assez particulière puisque c'est le tronc commun. C'est une grosse bifurcation. Donc, techniquement, si vous voulez, ce n'est pas plus compliqué que le reste parce que finalement, c'est un gros vaisseau. Mais il y a quelques particularités à connaître parce que ça reste quand même le tronc commun et que si vous bouchez le tronc commun, ça peut mal se terminer. Alors, la particularité, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un vaisseau de gros calibre. 5 mm, donc en général, ils font entre 4 et 6, voire 6,5 mm de diamètre. Donc, ça suppose que vous ayez des ballons de gros calibre pour faire un pot au niveau du tronc commun. L'angle est en général, pas toujours, mais en général, le plus souvent assez ouvert, à plus de 70 degrés. Et l'athérosclérose, elle se situe très souvent au niveau de la bifurcation. La plupart du temps, dans 3/4 des cas, ce sont des lésions de bifurcation. Dans seulement 1/4 des cas, c'est des lésions ostiales ou ostiales et au niveau de la partie moyenne du tronc. Donc, vous voyez ici une lésion ostiale, une lésion de la partie moyenne du tronc et ici une lésion distale. La particularité également, c'est que c'est souvent des lésions très calcifiées, surtout dans la partie ostiale. C'est des lésions aorto-ostiales, c'est les maladies de l'aorte. Pour le tronc commun, comme pour une bifurcation lambda, et encore plus, il faut bien planifier l'angioplastie. On ne fait jamais, sauf urgence, on ne fait pas d'angioplastie ad hoc, pas d'angioplastie dans la foulée de la coronarographie. On s'arrête, on réfléchit sur la stratégie à plusieurs. Donc, on discute les patients, on discute de la stratégie, plan A, plan B, voire plan C. Il faut un opérateur expérimenté et le mieux, c'est de se mettre à 2 opérateurs. Alors, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux être en 7 French. Et 7 French en radial, ça passe assez facilement, très souvent. Sinon, il faut switcher en fémoral. Mais chez les hommes, et même chez beaucoup de femmes, vous pouvez faire du 7 French. Alors, les incidences de travail préférentielles pour l'angioplastie du tronc commun distal, c'est la face caudale pour bien dégager la bifurcation et l'OAG crânial pour bien dégager l'ostium si vous stentez tout le tronc. Il faut au mieux confirmer l'ischémie par une FFR si vous avez un doute. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas de segment de référence pour le tronc. Donc, c'est difficile de dire si un tronc est serré ou pas. Parfois, c'est caricatural, bien sûr, mais dans les lésions intermédiaires, ce n'est pas facile. Et à tel point, pour vous dire ce n'est pas facile, il y a une étude qui a été faite. Ils ont pris 4 opérateurs très expérimentés. Ils leur ont montré une vingtaine de troncs communs et ils leur ont dit « Dites-nous si pour vous c'est significatif, pas significatif ou je ne sais pas. » Et ces patients-là ont eu une FFR sur le tronc commun. Tous les opérateurs expérimentés se sont trompés une fois sur 2. Donc, sur un tronc sur 2, ils disaient des bêtises. Donc, la FFR, si vous avez le moindre doute, alors je sais que vous ne l'avez pas, donc il faut multiplier les incidences.
pour être sûr que votre tronc est serré, parce que ce n'est pas anodin de mettre un stent dans un tronc commun. Il faut bien préparer la lésion. Comme je vous l'ai dit, c'est des lésions souvent calcifiées. Regardez par exemple ici, ce tronc commun, vous avez un bourgeon calcaire ici, dans la partie distale du tronc commun et qui englobe l'ostium de la circonflexe. Là, il ne faut pas hésiter, comme vous voyez, là sur cette image, à fraiser donc avec une fraise de rotablator pour bien préparer la lésion. Et si, là également, je sais que vous ne l'avez pas, mais au besoin, on peut s'aider d'une imagerie endocoronaire et je vous montrerai un cas à la fin où l'imagerie endocoronaire, je vous montrerai donc en quoi l'imagerie endocoronaire peut aider. Pour le tronc commun ostial, il faut privilégier un cathéter guide JL plutôt que EBU parce que là, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'appui et vous n'avez pas besoin de vous intuber. Il faut éviter de vous intuber de façon profonde. Donc, une JL fera l'affaire parce qu'une JL, vous pouvez l'extuber facilement. Ce que je vous conseille, c'est de mettre, avant de vous intuber, c'est de mettre votre guide 0,14 dans le cathéter guide. Dès que vous êtes devant la lésion, vous essayez de passer votre guide 0,14 et une fois que vous avez passé votre guide 0,14, vous êtes sécurisé et à ce moment-là, vous pouvez vous intuber, vous extuber. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des lésions aorto-ostiales, donc potentiellement résistantes. Il ne faut pas hésiter à mettre des ballons non concluants, voire des ballons coupants s'il le faut. L'incidence crâniale permet de bien voir l'ostium, beaucoup de crânial, et donc une 30-30 par exemple, OAG 30, crânial 30. Un seul guide suffit pour les lésions ostiales, si vous ne voulez pas, s'il n'y a pas de tronc commun distal à traiter. Et vous pouvez utiliser une technique qu'on appelle le floating wire, je vais vous la montrer. Donc, regardez ici, par exemple, cette lésion du tronc ostial. Vous remarquez que le tronc est très petit ici par rapport à la distalité. Vous remarquez surtout qu'il n'y a aucun reflux quand on injecte dans le tronc. Et donc, là, il ne faut pas rester longtemps dans ce tronc. Lorsque vous faites votre chorodiagnostic, vous avez ça, vous faites 1-2 incidences, vous retirez votre cathéter. Et en général, autant pour les troncs communs distaux, on ne les fait pas dans la foulée, autant ceux-là, on n'aime pas trop les laisser parce qu'une fois que vous avez titillé le tronc, ça peut s'occlure. Donc à ce moment-là, il faut aller vite, vous passez avec un cathéter guide, un guide 0,14 et vous traitez la lésion dans la foulée. Là, en l'occurrence, on l'avait prédilaté. Et ensuite, le floating wire, l'idée, c'est de mettre un autre guide dans le cul-de-sac aortique. Ici, vous voyez l'autre guide qui est dans le cul-de-sac aortique. Alors, on peut le pousser un petit peu plus. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ce guide-là va empêcher le cathéter de rentrer dans l'ostium du tronc. D'accord? Et donc, comme ce cathéter ne peut pas rentrer dans l'ostium du tronc, il vous donne finalement l'ostium. Et comme ça, vous pouvez mettre votre stent à l'ostium sans le mettre trop dans l'aorte et sans rater l'ostium. Le pire, ce serait de rater l'ostium. Donc, on a donc largué ce stent avec le résultat que voici sur cette incidence caudale et que voici sur l'incidence crâniale. Alors, pour le tronc distal, on reste sur le principe KISS, donc simple, rapide et sûr. La même question se pose, est-ce qu'il faut mettre un guide de protection dans la fille? Certains vous diront, mais oui, ne jamais de protection. Il y en a qui le mettent systématiquement. Franchement, moi, si la circonflexe, disons que c'est la fille, la circonflexe n'est pas du tout malade et qu'elle part avec un angle relativement important, je ne la protège pas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire très attention lorsque vous mettez un guide de protection, vous le piégez. Ensuite, lorsque vous le retirez, si vous ne faites pas attention, dès que vous retirez votre guide piégé, votre cathéter guide va obligatoirement avancer. Et en avançant, il va comprimer, il va compacter le stent que vous venez de mettre. Donc, il faut faire très attention à ça. Et pareil, lorsque vous avez gonflé un ballon, pour un pot par exemple, attendez qu'il soit bien dégonflé avant de le retirer. Sinon, dès que vous allez le retirer, le cathéter va s'intuber et va venir buter sur le stent. Le mieux, c'est de garder le ballon en place et de faire point fixe sur le ballon et d'avancer vous-même votre cathéter pour qu'il coulisse sur le ballon et qu'il entre dans le stent pour éviter de le compacter. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut systématiquement couvrir l'ostium du tronc lorsque vous faites un tronc distal? Certains pensent que oui. En réalité, il vaut mieux couvrir l'ostium parce que c'est souvent une maladie. Mais si vous êtes sûr que l'ostium est sain, parce que géographiquement vous n'avez aucun doute ou parce que vous avez fait une imagerie endocoronaire,
à ce moment-là, vous vous simplifiez la vie si vous ne couvrez pas l'ostium. Il faut bien connaître les stents que vous allez mettre. Il faut savoir jusqu'à combien vous pouvez monter un stent. Rappelez-vous que le tronc commun, il a un gros calibre. Donc, il faut savoir si votre stent, vous allez pouvoir le monter. Si vous mettez un stent de 3,5, souvent, c'est des stents de 3,5 que vous allez mettre, tronc commun IVA, parce que l'IVA, elle fait 3,5 en général. Donc, ce stent de 3,5, si vous le montez à 5, voire à 5,5, est-ce qu'il ne va pas se casser? Et là, vous avez donc ça, il faut l'avoir dans votre salle de cathétérisme. Ça vous donne l'expansion de chaque stent. Si vous prenez par exemple l'Onyx, le Resolute, si vous prenez un stent de 3,5, vous voyez que vous pouvez le monter, vous pouvez le post-dilater jusqu'à 5,6 mm. Donc c'est intéressant. Vous voyez qu'il y en a d'autres que vous pouvez monter jusqu'à 5,9 mm. Il faut bien connaître votre stent, savoir combien de connecteurs ils ont. Si vous avez peu de connecteurs, vous avez plus de risque de comprimer le stent, de le compacter. Donc, un petit algorithme que l'on avait fait pour un petit article. Vous avez donc une sténose du tronc distal. Ça marche aussi pour les autres bifurcations hors tronc. Si vous avez une lésion à l'ostium de la branche fille qui n'est pas très serrée et qui n'est pas étendue, vous pouvez vous contenter, et ça c'est la plupart des cas, vous pouvez vous contenter d'un provisional stenting. Donc, si vous avez un bon résultat avec un stent, on s'en tient là. Si par contre il y a un retard de flux ou que vous avez une lésion résiduelle significative ou que le patient a mal, à ce moment-là, on convertit en 2 stents et le mieux, c'est de faire un TAP. Par contre, si d'emblée, vous avez un Medina 1-1-1 ou 1-0-1 ou 0-1-1, à ce moment-là, il vaut mieux partir avec une stratégie à 2 stents d'emblée et vous pouvez faire un TAP inversé ou un DK crush. Avant de vous lancer dans le DK crush, retenez bien toutes les étapes. Mettez éventuellement les étapes devant vous, accrochez-les par exemple au paravent pour bien être sûr de ne rater aucune étape. Chaque étape a son importance. Si vous oubliez de retirer un guide, si vous oubliez de mettre le ballon plus loin dans l'IVA, tout ça, ça a son importance et vous allez rater, vous allez vous retrouver dans les problèmes après. Vous n'allez plus pouvoir repasser le ballon par exemple et là, ça va être problématique. Et au mieux, on peut guider l'angioplastie par une imagerie endocoronaire. J'en ai plus pour très longtemps. Voici un tronc commun qui, sur cette incidence caudale, ne paraît pas du tout serré. Regardez en cranial, il paraît beaucoup plus serré et la FFR était positive. Vous voyez que les 2 ostias sont sains. Donc, c'est un 1-0-0. À ce moment-là, la technique préférentielle, c'est celle du provisional stenting. Donc, on y va. On positionne notre stent. Ensuite, on fait un pot et après le pot, on franchit. Donc, pour les troncs communs, par contre, il faut faire pot side pot. On ne s'arrête pas après le pot, même si le résultat est bien, parce qu'on ouvre la maille, parce que la circonflexe est une branche importante, il faut ouvrir la maille. Que si un jour le patient bouge sa circonflexe ou a une sténose circonflexe, qu'on n'ait pas du mal à repasser. Donc, on refranchit la maille et là, je vous montre le refranchissement. Donc, vous voyez, je vais un petit peu vers l'IVA. Voilà, et en revenant en arrière, je boucle le guide et je passe dans la circonflexe. Et là, je suis tranquille, je redresse le guide est dans la circonflexe. Ensuite, on peut faire notre side, donc le ballon pour ouvrir la maille en direction de la circonflexe. Obligatoirement, on refait un pot, donc on dit qu'on fait un repot. Et voici donc le résultat final. Vous voyez que la branche fille est très bien et donc il n'y a pas besoin de mettre un autre stent dans la branche fille. Technique à un stent, provisional stenting, ça se passe très très bien. Et je reviens en arrière juste pour vous montrer que je n'avais pas mis de guide de protection et que ça s'est très bien passé. Parfois, on est obligé de compléter. Donc là, on est parti sur ce tronc commun distal. Là encore, vous voyez qu'il ne paraît pas très serré. Et pourtant, en cranial, vous voyez qu'il est serré, ce tronc. Et là aussi, la FFR était positive. Donc, on est parti sur une stratégie de provisional stenting, alors même que la circonflexe est un peu malade. Mais on a jugé qu'elle n'était pas très malade et qu'on pouvait se contenter d'une stratégie de provisional. Donc, on part sur un provisional stenting, on met un stent tronc commun IVA, ensuite on fait un pot,
Et voici le résultat. Après le pot, vous voyez que la circonflexe, elle n'a pas du tout aimé. Vous voyez l'ostium de la circonflexe. On met notre side, on fait notre repot. Et après le repot, le résultat n'est toujours pas bon. Vous voyez. Et donc, on fait un tap. On met un stent court en débordant un tout petit peu dans le tronc. Donc, on fait notre tap. Donc, T avec protrusion. Comme on a mis 2 stents, on fait un kissing obligatoire que vous voyez là. Et voici le résultat final. Autre cas, donc c'est l'avant-dernier cas. Je passe sur la clinique. Donc, voici ce tronc commun distal. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un bourgeon calcaire sur la distalité du tronc, que l'on voit là. Et on va voir une autre incidence. On voit que le tronc distal est très serré et qu'il englobe l'ostium de la circonflexe. Et également, vous avez une plaque au niveau de l'IVA qui est moins serrée, mais vous avez une plaque également au niveau de l'IVA. Et comme on voulait pas privilégier la circonflexe, mais qu'on n'avait pas envie de la perdre, et que vous avez une lésion importante avec un bourgeon calcaire sur cette circonflexe, on est parti sur une stratégie à 2 stents. On avait d'abord confirmé le caractère serré par une FFR. Vous voyez que la FFR est partout positive dans toutes les branches. Elle est limite sur la circonflexe, mais à la limite, elle est positive partout. Donc, on est parti sur une revascularisation percutanée. Voilà, là, sur cette image arrêtée, on voit mieux la lésion, on voit mieux le bourgeon calcaire. Donc, on a prédilaté la circonflexe. Ensuite, on a positionné notre stent dans la circonflexe en débordant un petit peu dans le tronc commun. Vous voyez ici, très important, on est parti sur une technique de crush. Vous voyez qu'on a mis le ballon ici en attente dans l'IVA, un ballon pas gonflé. Et surtout cette étape, si vous faites du décacrush, n'oubliez surtout pas cette étape, sinon c'est foutu, vous allez vraiment avoir des soucis. Donc, on positionne le stent. Ensuite, je ne peux pas montrer. Ensuite, une fois qu'on a largué le stent, il faut faire un contrôle angiographique pour vérifier que vous n'avez pas disséqué en aval un circonflexe. Pourquoi? Parce qu'il va falloir maintenant retirer le guide de la circonflexe. Donc, être sûr qu'il n'y a rien de plus à faire. On retire donc le guide de la circonflexe. Avant de retirer le guide de la circonflexe, on ramène notre ballon qui était dans l'IVA au niveau du tronc. Donc, pour faire notre crush. Mais avant de crusher, surtout, n'oubliez pas de retirer le guide. Vous voyez ici le guide de la circonflexe que l'on va retirer. Une fois que l'on l'a retiré, on fait le crush. Donc, on a bien crushé notre stent au niveau du tronc commun. Et à ce moment-là, vous voyez que malgré le crush, la circonflexe, elle est toujours bien ouverte. Maintenant, il va falloir refranchir, donc avec un guide, la circonflexe et regarder la facilité avec laquelle on refranchit malgré un stent crushé. Donc, voilà, c'est sans trucage, refranchissement très facile. Une fois qu'on a refranchi, et c'est là où je vous disais que moi je ne fais pas de double kissing, je ne fais pas le premier kissing, je fais juste une ouverture de maille. C'est beaucoup plus simple. Donc là, on met un ballon pour ouvrir la maille. Donc, on ouvre la maille. Ensuite, une fois qu'on a ouvert la maille, on positionne notre stent. Donc, vous allez voir le stent arriver. On positionne le stent tronc commun IVA. Il ne va pas tarder à arriver. Voilà, donc il est là. On le positionne. Une fois qu'il est bien positionné, il ne faut pas oublier de retirer le guide de la circonflexe avant de le larguer. Donc, on retire le guide de la circonflexe. Vous voyez le guide retiré. Ensuite, on largue le stent avec le résultat que voici. Ensuite, on fait un pot, puisque ce stent il est adapté à l'IVA, mais il n'est pas encore adapté au tronc, donc on fait un pot. Une fois qu'on a fait le pot, il faut faire le deuxième refranchissement au niveau de la circonflexe pour faire notre kissing, puisque c'est une technique à 2 stents. Donc, kissing obligatoire. Voilà. Et bien sûr, on finit par un pot. Et voici le résultat final. Et comme je vous disais, angiographiquement, ça donne de très beaux résultats. On confirme notre résultat par une OCT. Là, on est au niveau de l'IVA en aval qu'on a décidé de ne pas traiter. Et vous voyez ici, en OCT,
une plaque calcaire très importante. Ensuite, ici, au niveau de l'IVA que l'on a stenté, vous voyez que le stent est parfaitement bien apposé à la paroi. Au niveau de la bifurcation, au niveau de la carène, on voit ici les 2 couches de stent, voire même les 3 couches de stent du Decacrush. Et enfin, dans le tronc commun, on voit que notre stent est parfaitement bien apposé grâce au pote. Dernier cas, toujours donc un tronc commun, distal, très serré. Vous voyez que la circonflexe, elle n'est pas facile à dégager, l'ostium de la circonflexe. Néanmoins, c'est un tronc qui est serré. La FFR est à 0,73. On pourra tout à l'heure, si vous avez des questions sur la technique de FFR dans le tronc commun, en parler si vous voulez. Donc, on est parti sur une stratégie guidée par l'OCT. On fait un premier run d'OCT avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du calcaire. Ça, c'est une plaque calcifiée. Et là également. Ici, on a l'impression, si on était en phase aiguë d'infarctus, on aurait pu croire que c'est un thrombus, mais en fait, c'est une plaque calcaire qui prolapse dans la lumière. Là également. Donc là, il faut faire très attention, il faut bien prédilater pour bien ouvrir, pour pouvoir bien expandre votre stent après. Alors, donc l'intérêt de ce premier run d'OCT avant de commencer, c'est de voir l'anatomie de la lésion. Ça vous permet de voir que c'est bien calcifié. Ça vous permet de faire des mesures, de savoir quel est le diamètre de vos artères et quelle est la longueur de la lésion. Donc, ça vous permet d'adapter votre stent. Ça permet de choisir le stent. Ensuite, donc, ce qu'on a fait après prédilatation, bien sûr, on a mis un stent tronc commun IVA, on a fait un pote et on a refranchi vers la circonflexe. Et là, on a fait un deuxième run pour voir où est passé notre guide. Est-ce qu'il a pris la maille proximale ou est-ce qu'il a pris la maille distale? Et on peut regarder déjà notre résultat sur l'IVA. Vous voyez que le stent est parfaitement bien apposé à ce niveau-là sur l'IVA. Par contre, vous voyez qu'au niveau du tronc commun distal, il est bien apposé. Au niveau du tronc proximal, vous voyez ici des zones de malapposition. Vous voyez qu'ici, il est franchement mal apposé. Ça veut dire que notre premier pote n'était pas suffisant. Il va falloir corriger ça. Ce que l'on voit aussi, et que l'on ne voit pas du tout en angio, on voit qu'ici, il y a un petit trait de dissection en aval du stent au niveau de l'IVA que l'on a respecté parce que c'est un petit trait de dissection. Ça permet donc, comme je vous l'ai dit, de savoir quelle maille a été franchie. Et là, on voit qu'on n'a pas été très bon parce qu'on a pris la maille proximale. Donc, vous pouvez, si vous voulez, retirer votre guide et essayer de refranchir la bonne maille. Donc, vous voyez qu'il est passé dans la maille proximale. Donc, l'intérêt de ce deuxième run, c'est que ça permet de vérifier dans quelle maille vous êtes passé. Ça permet de vérifier que le guide dans la side branch est bien dans le stent et que vous n'êtes pas passé sous le stent, parce que vous voyez qu'il n'était pas très bien apposé. Ça permet de voir s'il y a une malapposition et de détecter une éventuelle dissection. Et enfin, donc, on a fait notre side et puis notre repot. Et à ce moment-là, on a refait le dernier run d'OCT. Et vous voyez que maintenant, vous voyez ici au niveau de la bifurcation, la branche est bien ouverte. Vous voyez pas de maille de stent ici parce qu'on a vraiment bien ouvert le stent. Vous voyez qu'au niveau de l'IVA, le stent est très bien. Et on a corrigé la malapposition au niveau du tronc commun avec notre dernier pote, avec un ballon de 4 mm gonflé à plus haute atmosphère. Donc, on peut faire on peut faire du 3D. C'est joli, ça n'apporte pas énormément, mais vous voyez qu'on peut naviguer avec l'OCT en 3D à l'intérieur de l'artère et on voit très bien le stent que l'on vient de poser. Et ça, c'est le guide que vous voyez. Donc, ce troisième run d'OCT, ça permet de vérifier la bonne apposition des mailles du stent, de vérifier également l'absence d'amont et d'aval, de vérifier qu'il n'y a pas de thrombus et que vous n'avez pas compacté votre stent. Donc voilà, pour conclure, je dirais qu'il faut une discussion collégiale pour décider de l'angioplastie, surtout pour un tronc commun, et pour décider de la technique d'angioplastie à adopter, qu'il faut bien définir la stratégie en amont. On ne se lance pas comme ça à l'aveugle dans un tronc et on dit on verra bien ce qui se passe. Pour la majorité des bifurcations, la technique à utiliser, c'est la plus simple, c'est le provisional stenting en faisant un pot-side-pot. Pour les lésions complexes, et donc par lésions complexes, j'entends quand les 2 ostias sont pathologiques, là, c'est 10% des cas, une technique à 2 stents d'emblée est indiquée et le Decacrush montre de bons résultats, mais il faut bien s'habituer et bien maîtriser cette technique. La plupart des cardiologues interventionnels ne sont pas habitués à la faire.
et donc il faut s'entraîner. Et bien sûr, on n'a pas du tout parlé d'indication, il ne faut pas oublier la chirurgie. Et c'est pour ça qu'on fait ce topo aujourd'hui, parce que vous avez du mal à avoir accès à la chirurgie. Et donc, c'était l'occasion de parler de technique d'angioplastie, mais il ne faut pas oublier que certains patients doivent bénéficier d'une chirurgie. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Ravan, pour ce tour d'horizon très complet et très didactique. Je pense qu'on a tous appris. Je vais donc laisser la parole à ceux qui veulent l'apprendre pour une contribution, pour des questions. Je crois que les débats sont ouverts. Et je rappelle que ceux qui souhaitent également envoyer des questions par écrit peuvent le faire. Et la parole est à l'audience virtuelle. Éventuellement, si vous voulez prendre l'écran et montrer des cas à discuter, il n'y a pas de souci aussi. Tout à fait. Alors, le co-chairman, Bouna, Oui. Oui, professeur, merci. Merci à Radouane pour ce topo très clair. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'avais quelques questions. Est-ce que sur le plan de l'environnement antithrombotique, est-ce que tu utilises l'ACT pour surveiller? Est-ce que tu mets un peu plus d'héparine? Comment tu monitores l'environnement antithrombotique? Par exemple, chez les patients comme ça, chez qui on fait un décalage au niveau du tronc. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que ça modifie également la durée de l'antiagrégation plaquettaire? Un décalage au niveau du tronc commun? Est-ce que tu as tendance à laisser une double thérapie ou bien une bithérapie, même si c'est des angores stables, à plus de 6 mois, par exemple? Surtout qu'on a 3 couches de stent pour le décalage. Est-ce que vous avez tendance à laisser un peu plus? Tu avais d'autres questions? Tu veux que je réponde? Je ne sais pas si vous avez entendu mes 3 questions. La première, c'était relative. J'en ai entendu 2. Ah oui. L'environnement antithrombotique, la durée de l'antiagrégation. En gros, c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. Je réponds, professeur? Oui, je pense qu'il faut interagir directement avec les collègues. Pour l'environnement antithrombotique, c'est effectivement une question très importante. Nous, on a l'habitude de faire 50 unités kilo. Par contre, lorsqu'on se lance dans une procédure complexe, on fait 70 unités kilo. Et au moindre doute, on monitore effectivement avec l'ACT. Donc, on vise un ACT supérieur à 300. Effectivement, c'est des techniques qui sont assez thrombogènes. Lorsque vous faites un kissing, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que je préconise d'utiliser des cathéters de gros calibre, 7 French. Et effectivement, si on a la possibilité de monitorer, sinon, si on ne monitore pas, nous, quand on n'avait pas d'ACT, ce qu'on faisait, c'est que toutes les 30 minutes, on rajoutait 2000 unités d'héparine. Donc, ça peut être une petite astuce. Depuis qu'on a l'OCT, on se rend compte que probablement qu'on en faisait trop en rajoutant 30 minutes, toutes les 30 minutes, 2000 unités d'héparine. Quand on les monitore, on voit qu'ils sont en fait inondés d'héparine. En tout cas, si vous n'avez pas d'ACT et que vous avez un doute, il vaut mieux être un petit peu sur-anticoagulé que pas assez durant ces procédures. Ensuite, pour la durée d'antiagrégation plaquettaire, oui, on a tendance à allonger la durée de l'antiagrégation plaquettaire chez ces patients parce que c'est un stent au niveau du tronc commun, parce qu'effectivement, on a plusieurs couches de stent. Même si les résultats cliniques, aussi bien sur la thrombose que sur la resténose pour le DK-Crush sont très bons dans les études, je me méfie quand même et je fais au moins 1 an de bithérapie, même si c'est un patient stable. Et si on a mis 2 stents, ou s'il a déjà d'autres stents en plus, qu'il a plus de 2 stents, j'ai tendance parfois à continuer au-delà d'1 an si la bithérapie est bien tolérée. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est clair, merci. Merci beaucoup. Autre question? Autre intervention? Bonjour, professeur. C'est Adam Khan, c'est l'électricien. Alors, je me rends compte, Radouane, ça va? Bonjour. Ça va, Adam?
aussi, finalement, ça peut être très compliqué. Hein. Moi, je pensais que c'était très simple, mais finalement... Par rapport à ce que tu fais, ça reste très simple. Non, non, c'est complexe, c'est très complexe, hein, d'après ce que je vois là. Alors, moi, j'avais une question par rapport à l'environnement, justement, de travail, les outils que vous utilisez, puisque, bon, il y a plusieurs éléments, notamment l'OCT, il y a le fait d'utiliser l'échographie endocoronaire, le fait d'utiliser le FFR. Donc, tous ces outils-là, on n'en dispose pas ici, malheureusement, et on est obligé de faire... un raisonnement médico-économique, est-ce que c'est des outils à usage unique qu'on peut réutiliser, etc. Bon, moi, je pense un peu à la manière dont on travaille ici dans notre contexte un peu africain. Je ne sais pas si tu penses que c'est combien, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se battre vraiment pour avoir tous ces outils-là ou est-ce qu'on peut s'en penser et faire pratiquement, je veux dire, plus de 75% des, régler 75% des problèmes en matière d'angioplastie. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en passer ou bien, bon, voilà, c'est un peu pour cela. Et puis, est-ce qu'on peut l'utiliser et le réutiliser? Donc, je pense un peu aux soucis médico-économiques. Voilà, c'est ça la question. Alors, pour régler 75% des problèmes, oui, tu peux t'en passer sans problème. On ne fait pas de l'OCT systématique, on ne fait pas de la FFR systématique. On fait, pour vous donner un ordre d'idée, on fait 1000 dilates par an et sur les 1000 dilates, on est actuellement à 75 OCT, 70 OCT par an. Donc, c'est 7% d'OCT. Donc, effectivement, tu peux faire la plupart de tes procédures sans OCT. La FFR, on est à peu près à 15-20% de FFR. Donc, effectivement, tu peux régler la majorité de tes problèmes sans ces outils-là. Et n'oublie pas que ces outils-là, on les a depuis quelques années et qu'on faisait les troncs sans ces outils-là avant. Simplement, ça nous a aidé, par exemple, l'OCT nous a aidé à bien comprendre l'angioplastie du tronc et ça a permis de modifier un petit peu nos pratiques dans l'angioplastie du tronc. L'idée, c'est qu'à force de faire de l'OCT, on s'est amélioré dans les techniques et dans la pratique d'angioplastie, notamment du tronc commun. Par contre, on ne fait pas de l'OCT de façon systématique parce qu'on a appris des procédures que l'on a faites avec l'OCT. Est-ce que c'est à usage unique? Oui, c'est à usage unique. Après, c'est comme les sondes hein, que tu restérilises, elles sont théoriquement à usage unique. Ceci dit, le guide de FFR, tu peux oublier l'usage unique parce que dès que tu peux oublier de le réutiliser, dès que tu l'utilises une fois, il est tellement pas bon ce guide qu'il est foutu. Donc parfois tu fais une FFR sur l'IVA, tu fais tant bien que mal une FFR sur la CX, si tu veux l'utiliser pour la droite, il est déjà foutu. Donc il faut l'oublier. Pour la sonde d'OCT, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle résiste à la chaleur, si elle résiste à la stérilisation. Je ne pourrais pas te dire. C'est assez sensible et je ne sais pas. Merci. Je comprends bien. Dans le contexte sénégalais, il faut absolument, je crois, les cardio-interventionnels ne me démentiront pas, il nous faut continuer à faire le plaidoyer pour avoir ces outils, puisque comme tu dis, c'est d'abord pas des usages systématiques qui vont engendrer un surcoût très important, mais c'est vraiment aussi une façon de regarder les choses autrement, notamment de voir la paroi, par exemple, de faire l'hémodynamique avec la FFR. Et je pense que tu l'as bien démontré aujourd'hui, et puis tu l'avais également bien montré pour les autres types d'atteintes coronaires, comme les dissections, par exemple. Donc, je pense qu'en avoir quand même aujourd'hui au Sénégal, avec l'activité qui augmente, avec un usage bien sûr rationnel, semble être, je crois, quelque chose de tout à fait à envisager. Je pense que c'est des techniques qui vont être utiles et qui vont nous aider à apprendre, je crois, comme tu dis. Bonsoir, Edouard. Bonsoir. Oui, comment vas-tu? Salut, ça va? Ça va et toi? Déjà, merci pour le topo. C'était très bien fait, hein, très bien mené. On a beaucoup appris. Je rejoins un peu la préoccupation du professeur Adama Khan par rapport à tout ce matériel. Effectivement, des fois, quand on traite des lésions de bifurcation, si c'est des lésions qui nécessitent de prendre 2 stents, des fois, on met énormément de matériel. Hein. On met 2 guides, on met plusieurs ballons,
Donc, on a beaucoup de matériel à mettre. Donc, effectivement, il y a ce problème des fois financier qui pose problème. Donc, je rejoins bien la préoccupation du professeur Adama Khan. Et là, si on avait l'OCT, on allait faire pour optimiser le traitement, la FFR, pour voir si on va traiter la bronchie ou pas. Donc, effectivement, c'est des lésions qui peuvent des fois nécessiter énormément de matériel. D'autant plus qu'on a la chirurgie, c'est en place, mais c'est pas très bien développé comme en Europe. Donc, le plus souvent, nos patients, ils sont limités, ils ne peuvent pas faire la chirurgie et tout. Donc, on est amené des fois à traiter ces lésions qui sont complexes et qui nécessitent beaucoup, beaucoup de matériel. Alors, l'autre préoccupation que j'ai, je vais demander ton avis, Radouane. Toi, d'habitude, quand tu fais le POT, tu utilises quel ballon? Les ballons non concluants, semi-concluants? Il n'y a pas de préférence pour ça. Et puis, l'autre préoccupation, c'est que des fois, on fait le POT, on se dit qu'on va bien ouvrir la branche fille, mais des fois, le bout du ballon déborde un peu et la branche fille, ça se ferme, en fait. Ça ne s'ouvre pas comme il le faut. Donc, des fois, on a du mal à bien se positionner par rapport à la carène pour pouvoir faire le POT. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu fais comme technique pour être vraiment optimal par rapport à ça? Merci. Alors, pour le POT, il faut, connaître ton ballon, donc savoir où se situe l'épaulement par rapport à ton marqueur. 2, il faut multiplier les incidences pour bien voir la naissance de la branche fille et pouvoir bien te positionner à la carène. L'astuce, c'est de multiplier les incidences. Il ne faut vraiment pas aller trop loin. Là, effectivement, tu risques d'avoir un shift de ta carène et d'occlure ta side branch, ou en tout cas d'avoir un résultat qui n'est pas bon. Donc, au moindre doute, reste un petit peu au-dessus si tu as un doute, au lieu d'être trop bas. Mais en tout cas, en connaissant bien le ballon que tu utilises et en multipliant les incidences, on arrive généralement à bien se mettre au niveau de la carène. Après, ballon semi-compliant ou non compliant, ça, dans les congrès, ça discute pendant des heures. Personne n'est d'accord. Dans la littérature, on retrouve plus de non-compliants que de semi-compliants. En pratique, j'utilise, peu importe, j'utilise des non-compliants quand j'ai peur de disséquer l'artère et que je ne veux pas monter trop haut. Mais sinon, franchement, peu importe, tu utilises ce que tu as. Ok, merci. Bonsoir, Radouane. Bonsoir, Mohar. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Merci pour la présentation. Moi aussi, j'ai 2 questions à poser sur le POT. Et je vois que sur tes images, on dirait que tu fais des POT de façon séquentielle. C'est-à-dire que tu peux faire 2 fois le POT sur la même artère. Donc ça, c'est la première question. Et j'ai vu que vous êtes en train de mener une étude où vous gonflez le ballon et en même temps vous injectez. Est-ce qu'il n'y a pas de risque depuis lors? Est-ce que vous avez eu des incidents ou bien des accidents d'injecter alors que le ballon est gonflé dans l'artère? Et la dernière question, comment tu choisis la longueur de ton stent quand tu fais un tronc osseal? Est-ce que tu essaies d'être affecté au milieu ou bien tu évites la bifurcation IVA circonflexe? Ok, merci. Merci, Momar. Alors, le POT, en fait, oui, tu as vu c'est surtout sur la vidéo, sur le banc d'essai, que tu as vu un POT séquentiel. Mais ça, c'est parce que sur le banc d'essai, en fait, j'avais pris des ballons qui étaient destérilisés et j'avais que des ballons courts. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça avec un ballon court et que j'ai fait plusieurs inflations. Sinon, il faut prendre un ballon qui est adapté à la longueur du stent qui te reste pour faire le POT. Parfois, si tu as, je sais pas moi, si tu as 18 mm par exemple de stent au-dessus de la carène, tu vas prendre un ballon de 12 ou de 15 et tu seras obligé d'inflater 2 fois parce que tu n'auras pas de ballon de 18 mm. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un ballon de 20 mm, sauf si si ton stent est au niveau du tronc ostial. À ce moment-là, c'est pas grave, tu débordes dans l'aorte. Mais si tu es sur une autre bifurcation, il ne faut pas que tu prennes un ballon qui déborde du stent parce que là, tu risques de disséquer sur la partie où tu n'as pas de stent. Donc, voilà pour la question du POT séquentiel. Ensuite, l'étude, oui, l'étude, en fait, ça a un nom un peu rigolo, ça s'appelle POT-PUF.
Et ce n'est pas nous du tout qui l'avons inventé. On participe à cette étude. C'est un cardiologue interventionnel de Nice qui a pensé à cette astuce-là. Non, on n'a jamais eu de souci. En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est gonfler avec ton cathéter juste devant le ballon. Ça, oui, il faut pas le faire. Mais là, on est à distance. Et même si tu es sur un tronc commun ostial, tu peux, en extubant ton cathéter, et tu ne le mets pas en butée par rapport sur le ballon, et à ce moment-là, tu peux le faire. Tant que ta courbe de pression est bien, de toute façon, tu peux injecter, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Dernière question, comment tu choisis la longueur du stent pour un tronc commun ostial? Est-ce que tu vas faire la bifurcation ou pas? Alors là, non, si la bifurcation n'est pas atteinte, si c'est un ostium pur, tu te limites à l'ostium. Le problème, c'est la longueur totale du tronc. Lorsque tu as un tronc qui est long, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est que parfois, tu as des troncs qui sont très courts. Et lorsque tu as un tronc qui fait 6 mm, par exemple, là, tu es obligé de couvrir la bif parce que tu n'as pas un stent qui fait 6 mm de longueur. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de couvrir et de faire la bifurcation. Sinon, tu t'adaptes à la longueur de ta lésion sans déborder sur la bifurcation. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Ok, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Roland Guetta. Bonjour Roland. Oui, bonjour Radouane. Félicitations pour ce très bel enseignement, très pédagogique. Et puis, merci et félicitations aussi à la Société sénégalaise de cardiologie, avec à sa tête notre maître, professeur Khan. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce moment d'échange. Je voulais juste revenir sur la chirurgie. En fait, te poser la question de savoir quel est le recours à la chirurgie dans la prise en charge de ces lésions du tronc commun dans ta pratique. Ça, c'est la première question, puisque les autres questions, c'était surtout sur l'imagerie endocoronaire abordée par Adama. Bon, je pense que tu as bien répondu à la question. Heureusement pour nous, puisque nous, dans notre pratique, comme tu le sais, on n'a malheureusement pas ces outils-là. Et bon, ça me rassure de savoir que globalement, on peut traiter la majorité de ces lésions en n'utilisant pas forcément ces outils en première intention, quoique il faudrait effectivement continuer à nous battre pour les avoir. Donc, la chirurgie, le recours à la chirurgie dans la prise en charge de ces lésions dans ta pratique. Merci Roland. Alors, pour le tronc commun, un tronc commun ostial, c'est angioplastie. Sauf si, bien sûr, il a par ailleurs des lésions tritronculaires, sévères, etc. Sinon, c'est angioplastie. La question, c'est pour le tronc commun distal. Là aussi, c'est le syntaxe score. C'est est-ce qu'il a d'autres lésions associées? Est-ce qu'il est tritronculaire? Est-ce que l'angioplastie est simple? Est-ce qu'elle n'est pas simple? Et c'est l'âge du patient et ses comorbidités. On fait beaucoup de troncs. Nous, on en fait pas mal. Et on en fait surtout chez des patients âgés, chez qui des patients qu'on ne veut pas envoyer en chirurgie. Mais il nous arrive également de faire des patients jeunes parce que l'angioplastie est simple et que franchement, aujourd'hui, les résultats dans toutes les études, les résultats dans le tronc commun sont bons. Sauf si le patient, encore une fois, présente des lésions tritronculaires et qu'il est diabétique, etc. À ce moment-là, la chirurgie fait mieux que nous. Il faut savoir reconnaître ça à la chirurgie. Donc, il n'y a pas de dogme. Je dirais, comme ça, à vue de nez, je dirais, pour les troncs distaux, je dirais qu'on fait à peu près moitié-moitié. Et donc, voilà, c'était tout. C'était ça. Merci, merci. J'avais un commentaire à faire. Vas-y. Ça rejoint un peu les préoccupations soulevées tantôt sur enfin, nous, ce qui est possible, ce dont nous disposons. On se rend compte que dans certaines situations, on n'a pas tous les outils. Tout à l'heure, il a parlé de retard pour certaines lésions. Bon, ça n'existe pas, donc on est forcément confronté, on sera forcément confronté à ce genre de situation et on n'a pas des outils pour passer cet obstacle-là. On a ces difficultés. Et puis, l'angioplastie, finalement, de fait, est un peu premier et dernier recours
dans ces cas-là. Parce que Maman l'a dit tout à l'heure, et même Joe l'a évoqué, en fait, l'angioplastie reste la seule option chez les patients. Parce que simplement mettre en place la chirurgie, envoyer le patient en chirurgie, déjà, rien que pour préparer le bilan, on l'a vu, c'est tout un délai. Et donc, ces patients-là, on les expose finalement en les laissant traîner, en laissant attendre une chirurgie hypothétique. Je pense que c'est un risque qu'on les fait courir. Après, toute la question va être, nous, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? On sait que c'est ça l'indication, mais finalement, le patient, si on le laisse traîner, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Donc, il y a toutes ces problématiques qui se posent chez nous. Donc, autant tous les outils nécessaires, parfois dans certaines situations nécessaires pour permettre de mieux comprendre la lésion et de savoir comment la traiter, mais également ces patients qui relèvent d'une autre spécialité et qui ne peuvent pas y aller. Donc ça, ce sont des difficultés, je pense que ce sont des problématiques et c'est des questions qui se posent chaque jour parce que chaque fois qu'on fait ces cours, enfin dans notre activité, on se rend compte que ces patients-là viennent de plus en plus. Il va falloir forcément leur proposer des solutions parce que simplement, si on les laisse comme ça risque de mal se passer. C'est le commentaire que je voulais faire. Bon, bonsoir. En fait, c'est juste pour renforcer ce que vient de dire Bouna. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Mabouri. Effectivement, parce que je pense que Bouna a touché du doigt, parce que nous, des fois, on discute avec les chirurgiens. Bon, en l'occurrence, il y a... bon, là, il me met que l'animateur va démarrer votre vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je mettrai plus. Vous m'entendez? On t'entend, mais on ne te voit pas. On t'entend bien. Donc, effectivement, je pense que ce que Bouna dit est vrai parce que nous, il nous arrive de discuter des fois tant des atteintes du tronc ou bien des fois des troncs. Surtout, de plus en plus, on voit des troncs distales. On discute avec les chirurgiens, mais la faisabilité reste encore très rare. Parce qu'il y a des chirurgiens, mais des fois, il y a ça. Deuxièmement, il y a l'accessibilité même financièrement par rapport aux patients. C'est ça qui fait que des fois, on est obligé, donc de plus en plus, donc quand c'est des troncs distaux. Les troncs ostiales, effectivement, bon, le problème, c'est que, comme l'a dit Hakim, c'est quand le tronc est court. Mais quand le tronc est long, bon, il n'y a pas de souci pour nous, on préfère faire une angioplastie. Les troncs distaux qu'on a, ou bien ce qu'on appelle des fois l'ostium de l'IVA, ou bien la circonflexe qui prend un peu le tronc, de plus en plus, on les dilate. Parce que, la difficulté, c'est l'accessibilité à la chirurgie. Et deuxièmement, on se rend compte que même si le chirurgien dit qu'il peut le faire, le problème, c'est le coût. Le coût fait que des fois, le patient n'a peut-être pas la possibilité. Des fois, quand il y a une dysfonction VG plus ou moins sévère, bon, les patients autour de 35%, le chirurgien, on essaie de voir avec le chirurgien pour un pontage, il nous dit que bon, vu le contexte, ce n'est pas évident que qui puisse faire donc un pontage ou bien des fois, bon, la chirurgie peut-être aggraver un peu la dysfonction VG. Bon, en ce moment, nous, ce qu'il faut faire, c'est ces patients, on les dilate. Par rapport maintenant à la question d'Adam, effectivement, je pense que le professeur Khan a un peu répondu. C'est vrai que c'est difficile d'avoir tout, parce que même faire une angioplastie en bonne et due forme, en essayant de respecter tout, des fois, c'est un peu difficile. Mais je pense qu'il faut tendre vers l'acquisition, effectivement, bon, peut-être pas tout d'un coup, mais au moins de quelques techniques complémentaires qui nous permettraient peut-être de mieux affiner donc les patients qui doivent aller en angioplastie. Merci. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans des pays comme les nôtres, et je crois qu'il faut qu'on reste dans cette dynamique-là tous ensemble, il faut absolument que la collégialité et la mutualisation puissent être mises en œuvre. Autrement dit, nous avons quelques salles de choraux aujourd'hui à Dakar, mais faire un bon plaidoyer pour avoir l'OCT et la FFR quelque part, où que ce soit, et décider nous-mêmes que finalement, des patients seront pris en charge de façon commune, parce que je crois que Rano a dit pour certains cas complexes, se mettre ensemble, c'est déjà pas plus mal. Et puis se mettre ensemble justement pour mutualiser les outils, c'est-à-dire que la FFR est peut-être au guide de même que l'OCT, que des patients complexes
puissent être prises en charge de façon tout à fait collégiale par différents cardio-interventionnels en mutualisant cet outil-là. Je pense que c'est important dans la progression de la technique. L'autre chose, c'est la chirurgie. N'oublions pas qu'il y a une courbe d'apprentissage entre aussi bien des chirurgiens que des angioplasticiens, mais je crois que la réalité a fait que finalement l'angioplastie peut-être avance un peu plus vite puisque la chirurgie a un peu de retard. Là aussi, je pense que la notion de Heart Team, il nous faut vraiment continuer à la préserver, ne serait-ce que les staffs mensuels de la SOCECAR pour discuter les patients. Bon, et parfois, on peut être sur des indications, on va dire, tangentes, mais qu'on puisse dire, dans le contexte actuel, donner sa chance aux patients et de faire de l'angioplastie. En sachant que, ben, hélas, il nous faudra quelques mois pour être solide sur nos appuis. Je pense qu'il faut se mettre dans le sens de la marche et continuer à faire le plaidoyer. Moi, je pense que c'est fondamental pour avoir tous les outils techniques nécessaires, ne serait-ce que sur un centre ou deux, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se leurre. Plus l'activité va augmenter, plus le 20% ou 15% de patients qui vont avoir besoin de CT ou FFR se compteront à centaines de patients. Je pense qu'il est quand même utile d'être optimal dans la prise en charge de nos patients. Allô, bonsoir professeur. Bonsoir Guiran. C'est Guiran, oui, docteur Guiran. Ok, merci docteur Adam pour la présentation. Toutes mes félicitations. Moi, j'ai quelques questions. Par rapport à la technique du Decker Crush, et quel est l'intérêt du premier kissing? Parce que j'ai lu quelque part, ils disent que le premier kissing favorise le second kissing. Et par rapport à la technique du culotte et de la technique de la culotte et Decker Crush, est-ce qu'il n'y a pas des indications qui sont préférentielles entre les deux? Parce qu'il y a certains qui disent que la culotte est préférée si on a si on a une taille de la mine-branche et de la side press qui sont un peu semblables, ils disent que c'est mieux de favoriser la technique de culotte. Il y a certains qui le disent. Et l'autre question, c'est par rapport au traitement des troncs osseaux. Il demande également à faire une protrusion de 1 à 2 cm au moment du déploiement. Est-ce que c'est toujours systématique? Ok, merci. Merci, Kiran. Alors, donc pour répondre à tes questions, l'intérêt du premier kissing dans le Decker Crush, il est vraiment mineur et c'est pour ça que nous, on ne le fait pas. Donc, on fait ce qu'on appelle un mini SK Crush. Donc, effectivement, ce que tu as lu est vrai, ça pourrait favoriser le deuxième kissing, mais franchement, tu as vu qu'on passe sans problème et on fait notre deuxième, qui est en fait notre premier à nous, kissing sans problème. Donc, ça simplifie la procédure. Au lieu de faire un premier kissing, de faire juste une ouverture de maille, ça t'amende du premier kissing et ça simplifie de façon importante la procédure qui est déjà relativement complexe. Ensuite, la deuxième question, oui, tu as raison, la culotte est préférée au Decker Crush lorsque la taille de la side branch, donc lorsque la side branch est importante, lorsqu'elle est de gros calibre, de calibre voisin de celui de la main branch. Et le Decker Crush est plutôt préféré lorsque la side branch est de plus petit calibre que la main branch. Mais peu sont les cardiologues interventionnels qui maîtrisent toutes les techniques de Decker Crush. Donc finalement, la meilleure technique, c'est finalement celle que tu maîtrises le mieux. Après, il y a effectivement des indications théoriques de l'une et de l'autre. Pour le tronc commun ostial, oui, effectivement, on dit d'habitude qu'il faut laisser prolaber dans l'aorte de 1 ou 2 mm. Mais ça, c'est parce que le tronc commun, il est cylindrique et sa naissance, il n'est pas à angle droit par rapport à l'aorte. Il est il naît en biais. Et donc, si tu te mets à l'ostium d'un côté, tu rates l'ostium de l'autre côté. Ceci dit, c'est très difficile de se positionner à l'ostium. Et la technique que je vous ai montrée, la technique de floating wire, marche pas mal. Dans plusieurs études, et il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite avec le scanner, où les gens utilisaient la technique qu'ils voulaient, ils faisaient comme ils voulaient, et ils faisaient donc des ostias, que ce soit un ostium de coronaire droite ou un ostium de tronc commun. Et après, on amenait le patient au scanner pour vérifier où est positionné le stent. Et bien, dans un cas sur deux, le stent était mal positionné, soit par excès, soit par excès, il était trop dans l'aorte, soit par défaut, on ratait l'ostium. Donc, c'est très difficile. Mais effectivement, quitte à choisir, il vaut mieux déborder un peu plus dans l'aorte que rater l'ostium. Parce que si tu rates l'ostium, c'est la rosténose assurée. Par contre, si tu débordes dans l'aorte, le seul inconvénient, c'est pour te réintuber en cas de nouvelle coronaropathie. Ok,
Ok, merci. Que reste-t-il des indications du rotablator? Et combien de fois penses-tu qu'on aurait à l'utiliser? Alors, le rotablator était un petit peu tombé en désuétude il y a quelques années, puis il est revenu en force. C'est à peu près, en France, c'est entre 3 et 5%. Nous, on est à 4%, on est dans la moyenne d'utilisation du rotablator dans les angioplasties. Et ça a plutôt augmenté ces dernières années parce qu'on fait des patients de plus en plus âgés et des patients de plus en plus calcifiés. Et lorsque je vois vos films de coronarographie, vos patients sont certes plus jeunes, mais ils sont tout aussi malades et tout aussi calcifiés. Et donc, je pense que vous aurez le même taux d'utilisation de rotablator. Peut-être que le taux de rotablator va peut-être diminuer un petit peu parce qu'il y a une nouvelle technique qui est arrivée, qui est le shockwave. Et donc, peut-être qu'on va faire un petit peu moins de rota, mais ça peut aussi être complémentaire. Donc, pour l'instant, on est au début du shockwave. Donc, le shockwave, c'est un ballon, en fait, c'est de la lithotricie intracoronaire. Au lieu de faire de la lithotricie pour les calculs rénaux, on fait de la lithotricie pour le calcaire. Donc, c'est des ballons qui délivrent des impulsions et qui essaient de fragmenter le calcaire. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais en dehors du shockwave qui vient d'arriver, le rotablator, c'est vraiment une technique à avoir dans son cath lab. Et il faut, je pense, bien maîtriser cette technique et avoir le rotablator facile. Il y a certains opérateurs qui n'aiment pas en faire, du coup, qui Tout le monde, grand merci à Radouane. Je crois savoir. Donc, je m'en arrête là. Je remercie encore faire la synthèse de la suite. Merci. Merci, Président. Je salue nos amis. Je vois personne, mais je ne les connais pas, je ne sais pas notre pays. En tout cas, merci d'avoir. Spécial remerciement à Radouane, qui a, comme je l'ai dit à l'instant, c'est le sujet. Je pense qu'on fera encore d'autres séances. Dit le président tout à l'heure, je pense que c'est genre de temps. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que c'est bien lancé. Là, on a fait, et l'idée, c'était vraiment ça, faire parler de choses que forcément nous allons rencontrer désormais et pour lesquelles nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour les prendre en charge. Et donc, il est important d'en discuter, de partager des expériences diverses et de voir un peu comment nous, on peut aborder ce genre de situation. Donc, je trouve que ça a été vraiment un tour d'horizon sur les bifurcations, sur les enjeux plastiques des troncs communs. Vraiment un tour d'horizon complet et très exhaustif et très didactique. Je pense qu'il a pris il n'enseigne pas, mais on voit bien qu'il a l'âme d'enseignant, Radouane, donc il a vraiment pris ce qu'il faut pour expliquer pas à pas. Je pense même pour ceux qui ne sont pas des enjeux plasticiens, et je pense qu'ils ont dû comprendre parce qu'il a su le faire de façon très simple et très didactique. Il y aura d'autres, je pense, sessions, donc assez rapidement. Je pense que Roland, tu as été un peu contacté par rapport à ça, parce qu'on voudrait organiser d'ici un mois à peu près, faire une autre session, plutôt panafricaine, finalement. Donc, vu que maintenant il n'y a plus de billets d'avion à se payer, on peut rester chacun chez soi et finalement organiser, c'est très simple. Il n'y a rien à payer finalement. Il n'y a pas grand-chose à payer en tout cas. Ce qu'on paye, c'est beaucoup moins qu'un billet d'avion. Et donc, on peut faire des choses très intéressantes, je pense, comme ça, avec différentes personnes de différents horizons, alors que les congrès peut-être n'auraient pas permis de la rencontre de toutes ces personnes-là en même temps. Et donc, il y a
Assez prochainement, donc on va, je pense que mieux structurer, mais ce qui vient, ça va être sur le STEMI plutôt, au mois d'août. Donc il y aura, l'information va passer assez rapidement, je pense que Mounir s'en occupe, pour qu'on puisse diffuser, préparer. Et en particulier, ça va être plutôt sur les cas cliniques. Donc vraiment, on suggère, on demande à tout le monde d'essayer de faire en sorte que cette activité-là soit bien enrichie et donc qu'on puisse la faire et la maintenir. Donc, ça, c'est par rapport à la cardiologie interventionnelle, donc le groupe de travail de cardiologie interventionnelle de la SOCECA. Donc, c'est un peu ça qui le fait, que nous voulons faire assez rapidement. Donc, et je pense que dès demain, il y aura un travail qu'on commencera, qu'on entamera. Et puis, les autres groupes, donc en particulier le groupe de RIVMO, a déjà établi un programme et donc il va être déroulé aussi, je pense qu'assez rapidement. Et donc, ça, c'est assez léger, je trouve, cette façon de faire. Et donc, nous allons essayer d'associer le plus grand nombre possible. Et puis, je pense que c'est ouvert et chacun doit pouvoir y participer sans façon. Donc, sans se faire vraiment, chacun peut venir de façon très simple et puis qu'on puisse échanger et partager. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, avant de remercier donc, tous ceux qui ont eu à être là, à participer. Merci à Radouane, merci à Roland et je suppose que tes collègues qui sont derrière. Merci à tous les membres de la SOCECA et tous ceux que je ne sais pas de ceux qui sont connectés. Merci à vous tous. Et puis, je pense qu'on pourra conclure, si vous le permettez, comme ça. Et puis,